Chers amis, bonjour, nous sommes à Hong Kong, sur la terrasse d'un petit café près de Happy Valley. C'est un café français et je vais souvent ici avant les courses hippiques le mercredi. Et j'ai le plaisir de retrouver Maurice ce soir, qui est de passage à Hong Kong. Maurice Portiche, qui vient peut-être une ou deux fois par an, je crois. Bonjour Maurice, ça va? Oui, à peu près une fois par an. Une fois par an, ouais. On s'est vu déjà en décembre. Voilà. Donc certains de nos auditeurs te connaissent déjà, Oui. parce qu'on a fait un dîner à Hong Kong où on parlait de la Chine. Et puis d'autres aussi suivent mes vidéos, tu es intervenu 2-3 fois. Et voilà, puis bon, quand j'ai l'occasion de passer soit en Hongrie, soit toi à Hong Kong, ben, c'est toujours un plaisir de prendre un café ensemble, comme maintenant. Voilà. Voilà. Moi, je prends un chocolat. Voilà. Donc, comment se passe ton séjour à Hong Kong? Et il se passe très bien. Chaque fois que je viens à Hong Kong, en fait, c'est pour rencontrer ma belle famille. Ton épouse est de Hong Kong? Mon épouse est de Hong Kong, comme toi d'ailleurs. Oui, voilà. Tout à fait. Donc, ça nous permet de faire d'une pierre deux coups. Oui, parce que pour les Hongkongais, la famille, c'est important. Pour les Hongkongais, pour les Chinois, la famille, c'est très important. Donc ici, au moins une fois par an, je dirais? Une fois par an, voilà. Et à chaque fois, j'en profite pour faire un tour en Chine. Oui. Tu as pour des amis, rencontrer mes vieux amis, etc. Parce que j'ai passé au total dans ma vie 14 années en Chine, ce qui laisse pas mal de souvenirs, de traces. Alors je rappelle que tu as été consul à différents postes à Hong Kong, à Pékin, ancien ambassadeur et aussi entrepreneur en Chine. Oui. Comment on peut résumer ça en quelques mots? En quelques mots, d'abord j'ai connu deux périodes chinoises, hein, parce que le 80-84, quand j'étais conseiller culturel à l'ambassade, c'était le début de la période d'ouverture. Ça c'était à Hong Kong? Et quand j'étais à Hong Kong, c'était 4 années avant, 80-84. 80-84 à Hong Kong, c'était la période d'or. C'était la période d'or à Hong Kong, c'était extraordinaire. Donc j'ai connu cette période d'or à Hong Kong, et puis dans le suivi, j'ai connu une autre période d'or en Chine, à Pékin, puisque c'était l'ouverture. Et à l'ouverture, tout était possible. Les Chinois étaient d'une gentillesse, je dirais même extrême, à l'égard des étrangers. L'administration chinoise était accueillante. On pouvait rencontrer des ministres sans grande difficulté. Les ministres chinois? Les Chinois, tous les ministres qui faisaient partie de mon champ de coopération, c'est-à-dire la culture, l'éducation, les sports, le cinéma, etc., etc., tout ce qui relevait de la culture, j'avais accès aux ministres très très facilement. Et donc c'est ce qui nous permettait de monter des projets de coopération culturelle extrêmement intéressants. Alors j'ai conservé de cette période des souvenirs absolument éblouissants. C'est la raison pour laquelle, lorsque je pris ma retraite en 2008, la première chose que j'ai voulu faire, c'était revenir en Chine. Et là, en Chine, j'ai fait une nouvelle carrière, si je puis dire, dans le privé cette fois-ci. Et puis également une activité académique fort intéressante, parce que j'ai enseigné 4 ans à l'Institut de diplomatie de Pékin. J'ai formé un certain nombre de diplomates chinois. Et puis, j'ai enseigné également à la fameuse université de Wuhan. Je dis la fameuse parce que depuis le Covid, elle est bien connue. Oui. Voilà en quelques mots, en résumé, mon itinéraire chinois. Très bien. Alors, on a eu un déjeuner très intéressant et très sympathique hier. Et je voulais juste revenir sur quelques points que je trouvais intéressants. Tout d'abord sur l'actualité. Comme tout le monde sait, on a un nouveau Premier ministre. Enfin, hier, on n'avait pas encore de Premier ministre. On avait un vote de confiance qui n'a pas abouti. Aujourd'hui, on a un nouveau Premier ministre, donc je voulais savoir ce que tu en penses. Ensuite, on a beaucoup parlé aussi de la situation de la France. Il y a autant de Français à l'étranger, c'est aussi parce que la France est dans cet état. Pourquoi elle est dans cet état? Quelles sont les raisons de cette situation? On a parlé hier. Et enfin, on a parlé un peu de la Chine et de ton avis. Ça te va? On peut revenir sur ces points parce qu'en fait, il y a plusieurs personnes qui voulaient venir au déjeuner hier et n'ont pas pu. Oui. Et puis, il y a des personnes qui auraient bien aimé mais qui ne sont pas à Hong Kong. Donc, hier, quand j'ai partagé la photo de notre déjeuner, j'ai un de nos sympathisants, Didier, salut si tu regardes cette vidéo, qui m'a dit, alors il n'y a pas de vidéo cette fois-ci. J'ai dit, bon, peut-être demain. Là, on a déjeuné, on n'a pas fait de vidéo, c'était un simple déjeuner tranquille. Donc voilà, je me rattrape. Voilà la vidéo. Ça te va?
Ça me va, et tu me poses des questions au fur et à mesure de mes réponses. Voilà, Que ça soit vivant. Alors, commençons par le plus important, l'actualité. Que penses-tu de cette situation et du nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu? C'est bien ça, Sébastien? Bon, Lecornu. Lecornu. Ouais. Oh, je pense que, comme beaucoup de Français, c'est le changement de la continuité. Pas de dissolution, Il même n'y pas. a pas de dissolution, bien entendu, mais moi personnellement j'ai toujours pensé qu'il n'y aurait pas de dissolution. Pourquoi? Parce qu'il y a eu déjà une première dissolution. On a vu ce que ça a donné. Un blocage politique total. La situation politique depuis la première dissolution n'a guère évolué. Donc une seconde dissolution pour Macron, clairement, c'est recommencer un peu ce qui s'est passé lors de la première. Même résultat. Même échec, même résultat. C'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, hein, c'est mon sentiment, il a nommé dans la foulée un Premier ministre, un homme de sortie de ses rangs, un macroniste. Alors que, souviens-toi, lors de la première dissolution, il a mis du temps. Oui. Il s'est donné du temps pour... il y a eu des consultations, voilà, différents partis, exactement. des personnes issues d'autres rangs, Exactement. des LR comme Michel Barnier ou comme le Modem, Bayrou. Tandis que là, c'est le plus fidèle. C'est vraiment D'ailleurs, je crois que c'est le seul ministre qui a toujours été en poste depuis 2017. Tout à fait. Donc là, il n'y a pas eu aucune hésitation de sa part. Il a nommé... Le choix naturel, le fidèle. Il a fait le choix de la fidélité. Le fidèle, le cornu. Donc, c'est le changement dans la continuité. Ouais. Il n'y a rien de particulier à dire. Alors, mais ça veut dire quoi? Est-ce qu'il nous prend pour des imbéciles? Est-ce qu'il se fiche de nous? Voilà. J'ai vu un sondage qui disait que une grande majorité de Français n'étaient pas satisfaits, ne seraient pas satisfaits si c'était Lecornu. Ça, c'était avant qu'il soit nommé. Donc, à mon avis, il a dû le voir et il l'a fait quand même. Pourquoi il a fait ça? Parce qu'il a son projet politique, le président. Il a son projet politique et il le déroule. Il a sa fiche de route et il la suit. Quels que soient les tumultes politiques, quelles que soient les revendications des Français. Il ne les écoute pas. S'il écoutait les Français, ça se saurait. Mais d'ailleurs, s'il écoutait les Français, on ne serait pas dans cette crise-là. Aujourd'hui, précisément, on est le 10 septembre. Avec le décalage horaire, ici à Hong Kong, on ne sait pas très bien ce qui se passe en France. J'ai vu quelques photos, quelques images, mais c'est encore trop tôt. Voilà, j'ai vu, c'était un petit peu trop tôt. Moi aussi, j'ai vu les mêmes images que toi ça fait 11 heures en France, sur YouTube. Donc aujourd'hui, c'est une journée très importante en France. Nous, à Hong Kong, nous saurons seulement demain matin ce qui sera passé aujourd'hui en France. Je pense que la colère populaire est arrivée à son maximum. Ce n'est pas un point de vue personnel, tout le monde le partage. Même les médias grand public en parlent. Donc, voyons un peu ce qui va se passer après le 10 septembre. J'espère que cette journée va se dérouler sans trop de violence, mais j'ai un doute là-dessus. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelles sont les possibilités? Quel scénario tu envisages? Donc, on va dire le meilleur des scénarios serait que, bon, pas de problème, la continuité, pas trop de bruit, voilà, ou même démission ou pas, est-ce que c'est possible? Ou le pire des scénarios, est-ce qu'il peut avoir une catastrophe, une crise, un article 16, etc. Comment tu vois les choses? Le pire et le meilleur scénario? Bon, avec Macron, on n'a jamais vu de bons scénarios. Ça a toujours été mauvais ou pire que ce que l'on pouvait penser. Donc je pense qu'on n'a pas grand-chose à attendre de bon de ce qui va se passer prochainement. La démission, le vote de méfiance à l'égard de Bayrou, c'est le budget, avant tout, dans un contexte global de grand mécontentement croissant. Il a nommé un nouveau Premier ministre, mais le problème du budget n'est pas réglé. Il va bien falloir qu'il passe. Comment va-t-il passer? Dans le contexte politique actuel, il ne peut pas passer selon les voies normales de la Constitution. Je vois difficilement à nouveau un passage en force par le 49.3. C'est pas possible. Parce que là... 49.3, censure... Censure, etc. On le voit déjà. Okay. Donc le budget n'est pas passé et pourtant il faut qu'il passe.
Le 10 septembre, la France est bloquée. Le 12 septembre, les agences de notation vont noter la France. Si les agences de notation font leur boulot, ce qui n'est pas certain d'ailleurs, parce que certaines informations tendraient à dire que par prudence, les agences de notation se garderaient de noter la France. Parce que la France, c'est pas la Grèce quand même. Hein. Ce qui est déjà arrivé, je crois. La France, c'est pas la Grèce, c'est un gros morceau. Donc le risque est très très grand pour l'économie européenne et pour la zone euro. Bon. Mais si les agences de notation faisaient leur boulot, ça voudrait dire que la note de la France dégringolerait. Elle dégringolerait, si je me souviens bien, de 2 moins à 1 plus. Bon. C'est une catastrophe. Une catastrophe. La dette française ne trouverait plus de preneur sur le marché. Comment faire ? Elle est déjà mauvaise maintenant. Elle est déjà mauvaise. Elle est déjà pire que celle de la Grèce, je crois. Elle est déjà mauvaise, mais malgré tout, on arrive à vendre la dette française, un taux d'intérêt supérieur à la Grèce et à l'Italie. Mais là, si ça tombe encore plus bas, ça sera impossible. Catastrophe. Et pourtant, il faudra bien avoir de l'argent pour faire fonctionner l'État français. Alors certains économistes distingués disent de manière tout à fait objective, et j'ai tendance à penser comme eux, c'est que le recours au FMI deviendra inéluctable. Il n'y a que le FMI qui pourra apporter l'argent dont a besoin l'État français, mais évidemment avec des conditions drastiques qui sont celles du FMI. Donc voilà les échéances à court terme. Alors pour faire face à cela, d'un côté, les mécontents, les opposants, etc., veulent la démission du président. Lui, il n'est apparemment pas du tout sur sa lignée. Il n'a pas du tout envie de donner sa démission. D'ailleurs, il l'a dit récemment. Il a dit c'est son devoir d'aller jusqu'au bout voilà, de son mandat, il restera jusqu'en 2027. Etc. Il restera jusqu'en 2027. Donc, c'est même pas la peine de parler de démission. C'est même pas non plus la peine de parler de destitution. Hein? C'est une procédure extrêmement lourde et je vois mal, dans le contexte politique actuel, de désaccord entre les oppositions. C'est pas impossible. C'est pas impossible, mais ça me paraît très très peu lourd. Probable. Très lourd. Tu sais bien qu'il faut recourir à l'article 68. L'article 68 encadre la procédure de destitution d'une manière assez rigoureuse, parce que c'est une grosse opération quand même. Hein. Il faut que ça soit enclenché par un vote d'une des deux chambres, à l'Assemblée nationale ou le Sénat. Alors je ne me souviens plus très bien, mes cours de droit constitutionnel sont assez lointains maintenant. Est-ce que c'est à la majorité simple ou est-ce que c'est à la majorité qualifiée des 2 tiers? J'ai bien l'impression que, vu l'importance du sujet, c'est plutôt une majorité qualifiée. Alors, supposons que l'Assemblée nationale vote à la majorité qualifiée le déclenchement de la procédure de destitution. Et il va falloir ensuite que le Sénat le vote aussi. Ce qui veut dire qu'il va y avoir une réunion des 2 chambres en congrès, oui. À Versailles, comme d'habitude. Il faudrait que les 2 chambres tombent d'accord là-dessus, ce qui est encore extrêmement difficile, même si tout le monde est mécontent. Il faut quand même dégager cette majorité qualifiée. Puis après, il faut mettre en place un tribunal. Un tribunal. Et là encore, c'est autre chose. Ça ne s'est jamais fait sous la Ve République. Jamais. C'est sans précédent. Donc, moi, personnellement, je n'y crois pas beaucoup. En revanche, certains disent, et je trouve que ça a du sens, c'est que dans la situation de crise de crise extrêmement grave dans laquelle se trouve notre pays, pour avoir une crise aussi grave, il faut remonter à la guerre d'Algérie. De la guerre d'Algérie à maintenant, toutes les crises que nous avions eues, au fond, c'était des crises mais qui étaient tout à fait surmontables. Mais là, on est arrivé, on a l'impression que plus rien n'est possible en France. Hein, sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan institutionnel, sur le plan économique, on est dans les abîmes, sur le plan financier, on a atteint un niveau d'endettement totalement insupportable. Et puis, le contexte géopolitique, international, et en particulier la guerre en Ukraine, la position très jusqu'au-boutiste adoptée par Macron dans son coalition des volontaires, la volonté absolument donc
de s'opposer au processus de paix que Trump a essayé d'enclencher avec Poutine et de vouloir vraiment faire la guerre, puisqu'il parle de guerre, il parle de menaces, etc., etc. Donc on met tout ça ensemble, ça fait qu'il y a des circonstances qui sont réunies, qui pourraient lui conduire à déclencher l'article 16. Et avec l'article 16, il a les pleins pouvoirs. Avec les pleins pouvoirs, il dira aux Français, voilà, pour faire face aux graves difficultés auxquelles notre pays se trouve confronté, j'ai besoin de ces pleins pouvoirs pour résoudre les problèmes profonds. Et ça lui permettrait, par exemple, de faire passer le budget. Et ça aussi, ça ne s'est jamais fait, l'article 16. Ah si, l'article 16, le général de Gaulle y a recouru une fois. Justement, la fameuse crise en raison de la guerre d'Algérie. Ah d'accord. Oui, il y a eu un putsch, enfin bref, militaire. Et donc il a fallu qu'il se donne les moyens pour rétablir le calme et éviter la guerre civile. L'article 16 a permis de faire cela. Maintenant, les circonstances de l'époque ne sont pas les mêmes que celles d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'est pas dans une situation de putsch militaire ou de menace de putsch militaire. On est dans une espèce de bouillonnement qui touche l'ensemble des secteurs de la société, avec un mécontentement populaire extrême. On a rarement vu ça sous la Ve République. C'est le président qui est le plus détesté de tous les présidents français de la Ve République. C'est un fait. Comment on en est arrivé là? On a parlé de beaucoup de choses pendant le dîner. Tu as parlé de la période de Mitterrand qui a tout changé. Pourquoi la France est dans cette situation? J'ai pas mal de groupes dans lesquels nos sympathisants discutent. On ne voit pas d'issue. Beaucoup ont perdu un petit peu confiance en la politique en disant oh, les Français sont complètement stupides, ils votent toujours pour les mêmes. Pourquoi on n'arrive pas à mettre les bonnes personnes au pouvoir alors que dans d'autres pays comme aux États-Unis par exemple, il semble avoir un petit peu d'espoir parce que on dirait que l'électorat français n'est pas le même que l'électorat américain ou hongrois ou autre. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, il n'est pas le même parce que le contexte politique français est très différent du contexte des autres pays occidentaux, les États-Unis que tu viens de citer, mais également l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, etc. Parce que le fonctionnement institutionnel a été biaisé à partir de la venue au pouvoir de Mitterrand. Pourquoi et comment? Mitterrand, qui est un fin politique, il est Machiavel en fait, pour éviter la possibilité d'un retour au pouvoir de ce qu'il considère comme étant l'extrême droite, il a mis en place ce qu'on appelle le cordon sanitaire ou le Front républicain. Bien. Ça a été mis en place dans les années 80. Et ça fonctionne à merveille jusqu'à maintenant. Quand tu dis extrême droite, c'est Pétain? Alors, l'extrême droite, non, Pétain c'est la guerre. L'extrême droite, c'est, à l'époque, c'était le Front National. Mais ils n'ont jamais été au pouvoir. Non, ben, ils n'ont jamais pu aller au pouvoir. D'accord, donc là tu veux dire pour empêcher une arrivée au pouvoir, pas un retour. Empêcher un retour au pouvoir de l'extrême droite, ou même, plus que cela, de la droite tout simplement. Oui, des gaullistes. Les néo-gaullistes, etc. Bon. Et c'est la raison pour laquelle, souviens-toi, Chirac, pour être élu, il a été obligé de s'adosser sur le cordon sanitaire par rapport au Front National pour se démarquer de l'extrême droite, de manière à ce qu'on ne le mette pas dans le même paquet. Parce qu'à un moment, il y avait, dans ces années-là, au sein même du RPR, un courant qui était assez favorable à une alliance électorale avec le Front National. Bon, ça a été coupé net. Chirac a mis le cordon sanitaire, a appliqué le cordon sanitaire qui a été lancé par Mitterrand. Eh bien, ce cordon sanitaire, ça a fonctionné jusqu'à la dernière élection présidentielle, ça a fonctionné jusqu'aux dernières législatives. Jusqu'aux dernières législatives, normalement, le RN aurait dû gagner les élections et être au gouvernement. Ça ne s'est pas passé. Voilà. Donc ça, c'est la raison essentielle, c'est le Front républicain
qui empêche l'avènement, la venue au pouvoir d'un parti dit d'extrême droite, qui aujourd'hui est populaire, très populaire, et qui, électoralement, normalement, si les institutions fonctionnent correctement, devrait arriver au pouvoir. Et est-ce que ce cordon sanitaire est éternel? Est-ce qu'on peut le briser? Jusqu'à présent, on n'a pas été en mesure de le briser. Moi, je pensais qu'aux dernières élections législatives, après la déculottée qu'avaient pris les macronistes aux élections européennes, la montée en puissance à ce moment-là du Front National, j'avais cru qu'au moment des élections législatives, le même réflexe allait jouer que pendant les élections européennes. Pas du tout. Aux élections législatives, on a bien vu, il y a eu des ententes entre les macronistes et les gauchistes, LFI, pour empêcher l'élection d'un député RN. Voilà. Et puis le LR. Et avec les LR aussi. Le LR a suivi. Les LR ont collaboré aussi. Le LR a collaboré. Tout le monde collabore. Tout le monde a collaboré dans ce front. Sauf le RN, Reconquête, tous les partis patriotes. RN, bien sûr, il en est la victime. Il va collaborer. Bon. Alors comment tu vois l'avenir? Est-ce qu'on va s'en sortir ou pas? Pour le moment, je ne vois pas de sortie d'issue politique normale possible, compte tenu du contexte. Les castors sont toujours là. Alors comment on fait pour changer ça? Je suis pas à notre petit niveau, avec notre bulletin dans l'urne, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Bon, de toute manière, comme tu le dis, avec notre petit bulletin dans l'urne, ce bulletin, de toute manière, il faut l'utiliser. Toi, tu l'utiliserais pour qui? On a très peu de moyens, et ça, c'est le très peu de moyens dont on dispose. Il faut l'utiliser. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent « Oh oui, tout ça c'est sale, c'est mauvais, on n'y croit plus, on ne vote plus. » Bon. Donc malheureusement, beaucoup d'expats, si vous nous écoutez. Ça, c'est ne pas prendre ses responsabilités, à mon avis. Et ce n'est pas très patriotique. Pas patriote, en tous les cas, ne pas prendre ses responsabilités et laisser le bateau aller voguer. Bon. Je pense qu'il faut voter. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il faut voter. Alors, les Français n'aiment pas très bien dire pour qui ils votent. Ça, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas d'ailleurs. Parce que partout ailleurs, les gens n'ont pas cette pudeur. En Angleterre... Ouais, c'est un sujet un peu tabou en France. En Angleterre, si tu es travailliste, tu votes travailliste, oui, je vote travailliste, etc. Aux États-Unis, c'est pareil. En France, il y a une double pudeur. Un, c'est l'argent. On ne parle pas d'argent, combien tu gagnes, c'est toujours tout un flou. Et deux, c'est le vote. On n'ose pas dire pour qui on vote. Bon. La religion, parfois? Bon, la religion, maintenant, il n'y a pas de pudeur, mais on n'en parle pas. Maintenant, la religion, de toute façon, c'est un des graves problèmes, justement, c'est la déreligiosité de la France. Alors, moi, je pense qu'il faut voter. Un. Deux, il faut voter pour la rupture. La rupture, c'est qui? La rupture. Est-ce que c'est forcément le RN? Est-ce qu'il y a d'autres options? Alors, le RN n'est pas la rupture, malheureusement, selon moi. Le RN n'est pas une offre politique qui pourrait véritablement répondre à l'aspiration, je pense, de beaucoup de Français, beaucoup du corps électoral, au moins, à mon sens, 30 à 35% du corps électoral, qui est, premièrement, de sortir de l'Union européenne, parce qu'on voit bien que toutes les promesses que les européistes ont faites pour que l'on accepte cette Union européenne, alors qu'elle avait été rejetée en 2005 par référendum, et revenue ensuite par derrière, on est sorti par la porte, remis par la fenêtre, par Sarkozy, pour les traités de Lisbonne, en congrès à Versailles. Bon. Je pense que plus que jamais, entre 2005 et maintenant, il s'est passé 20 ans, et au cours de ces 20 années, il est impossible de dire que l'Union européenne est l'avenir de la France. C'est absolument impossible si on a un peu de bon sens. Okay? Les européistes nous ont promis la prospérité. On est dans la paupérisation, on est dans la crise financière, bientôt peut-être passer sous les fausses collines du FMI. On ne peut pas dire que ce n'est pas sans rapport avec l'Union européenne. Ce n'est pas possible. Quand on dit que l'Union européenne fait tout et c'est notre avenir, on ne peut pas non plus dire si ça va mal, ce n'est pas de la faute de l'Union européenne. Soyons logiques. Okay? Et la zone euro et l'euro. Bon. L'Union européenne, enfin les Européens nous ont promis la paix. Bon. On a la guerre. On a des va-t-en-guerre. C'est eux qui veulent aller en guerre. On a des va-t-en-guerre. À Bruxelles, des va-t-en-guerre soutenus par les trois que nous connaissons. Merz,
Starmer, Macron. On nous a promis la puissance. Souvenez-vous, l'Europe devait être un bloc puissant, capable de contrebalancer les deux autres grands blocs. À l'époque, c'était seulement le bloc chinois et les États-Unis. Bien. Résultat, l'Union européenne, c'est l'impuissance et la vassalisation aux Américains. Okay? Donc les trois grandes promesses, les trois piliers de l'Union européenne n'existent plus. Donc il faut en sortir. Donc il faut en sortir. Mais est-ce qu'il faut en sortir d'abord et ensuite voir quelle politique on veut mener, comme ce que propose par exemple Asselineau ou le Philippot, ou est-ce qu'il faut d'abord voter plutôt vers le camp patriote comme le RN ou Reconquête et ensuite voir si on peut réformer de l'intérieur ou alors en sortir mais pas le dire avant. Tu vois la stratégie? Oui, parce qu'il y en a qui me disent ouais, moi je vais bien sortir de l'Union européenne mais il ne faut pas le dire parce que si on le dit on ne va jamais gagner les élections. Donc il faut voter RN ou Reconquête ou voilà. Qu'est-ce que tu leur dis? Bon, ils ont peut-être raison. Si on annonce trop la couleur, les Français pourraient ne pas suivre. Ouais. Parce que peut-être que Marine Le Pen veut sortir de l'Union européenne, mais elle ne le dit pas. Donc, bon, oui, on peut lui prêter ce crédit. On peut lui prêter ce crédit. Bon, alors jusqu'à présent, les Français étaient très sceptiques dans l'idée de quitter l'Union européenne et la zone euro. Par peur, à mon avis. Par peur. On leur a foutu tellement la trouille que la France ne peut rien faire toute seule. Ça fait 40 ans que j'entends la même rengaine. On est trop faible pour être tout seul. La Suisse est toute seule, elle se débrouille très bien. Singapour est tout seul, elle se débrouille très bien. Non, la France, puissance nucléaire, membre du Conseil permanent de sécurité, première puissance militaire européenne, deuxième économie européenne, est trop faible pour être toute seule. Alors je me demande... C'est fou, ouais. C'est fou. Je veux dire, il y a un problème psychologique dans la tête de beaucoup de Français. Bon. Mais la situation a changé. Maintenant, on peut avoir peur de rester dans l'Union européenne parce que, vu la situation actuelle, ça... Vu la situation actuelle, si on est doté d'un minimum de bon sens, on doit se rendre compte qu'il faut sortir. Qu'on va droit dans le mur. Parce qu'on est là à cause de ça. Regardons, le pacte migratoire, c'est le projet européen. Aujourd'hui, un des plus gros problèmes français, c'est l'immigration. Okay. Philippe de Villiers vient de lancer une pétition pour un référendum. C'est très bien d'ailleurs, j'ai signé. Qui a l'air d'assez bien marcher. Bon. J'ai vu dernièrement 400 000 signatures déjà. J'espère que ça va augmenter. Bon. Donc l'immigration est un vrai problème. L'immigration, c'est un projet de l'Union européenne. Ne l'oublions pas, ça. C'est le pacte migratoire de Bruxelles. Et un pays, un gouvernement qui refuserait un immigré est pénalisé à hauteur de 20 000 € par immigré non accueilli. Donc c'est vraiment un projet politique de l'Union européenne que nos gouvernements, de gauche comme de droite jusqu'à présent, ont toujours suivi. Alors maintenant, c'est quoi la solution? Alors, je continue. Attends, je continue pour expliquer pourquoi il faut sortir de cette Union européenne qui est un véritable enfer. Le pacte migratoire. Le pacte vert. Le pacte vert, toutes les normes, les mesures écologiques, environnementales excessives qui contraignent nos entreprises contribuent à amoindrir la compétitivité de nos entreprises par rapport aux entreprises hors de l'Union européenne et en particulier des entreprises des pays du Sud. Bien. C'est aussi une politique de l'Union européenne. Le pacte vert, la transition énergétique, etc. Bien, transition énergétique, maintenant on paye 4 fois plus le prix de l'énergie qu'avant. Bien sûr, avec les sanctions en plus contre la Russie, on s'est sabordé là-dessus. Les sanctions, c'est l'Union européenne. Okay. Bon, je pourrais en parler longtemps comme ça, mais il faut bien se mettre dans la tête que l'Union européenne, que Bruxelles, que la Commission, que von der Leyen sont fondamentalement responsables de l'écroulement des économies européennes, de la perte des identités des nations européennes et de l'invasion migratoire et de la hausse de l'insécurité et de la criminalité en Europe. Bon, maintenant la preuve elle est là. Il n'est plus question de se poser, ah si, est-ce que, bon, il y a 20 ans on pouvait se dire non, il ne va pas se passer comme ça. Maintenant on ne peut plus, il y a un bilan. Le constat, on le fait, tout le monde le fait, il y a un bilan que ce soit maintenant. les soutiens d'Asselineau, que voilà. ceux du RN. Exactement. Maintenant,
Qui a raison? Qui a la bonne stratégie? Qu'est-ce qu'il faut faire Alors, en termes à un moment, de bulletins dans l'urne? À un moment, je pensais qu'on pourrait peut-être de l'intérieur faire modifier les choses. Bien. Et je vois bien que c'est impossible. De l'intérieur de l'Union européenne. De l'intérieur, réformer les institutions, c'est-à-dire mettre un Zemmour à la place de Ursula von der Leyen, par exemple. Il n'y aura pas jamais de Zemmour. C'est qui est impossible, mais bon, voilà. Mais non, parce qu'il faut bien savoir comment ça marche, l'Union européenne. Il y a un Parlement. Bon, même si ce Parlement est un Parlement croupion, mais il y a un Parlement. Et au Parlement, il y a des courants politiques. Et jusqu'à présent, tous les courants politiques, le courant politique dominant, jusqu'à présent, il est progressiste. Même aux élections européennes dernières, ça peut pas changer, ça. Où il y a une remontée de la droite, eh bien, alors, bonne question, est-ce que ça peut changer? Alors, le problème, il est le suivant. Je m'en étais expliqué d'ailleurs à certains politiques de l'opposition que je connais. J'ai dit ceci, et on voit bien que ça se vérifie. Lorsqu'il y a une vague de droite qui arrive dans un pays, alors tout d'un coup, il y a un vent d'espoir. Okay, mais elle est très rapidement compensée par une autre vague qui arrive dans notre pays, et on arrive des centristes qui arrivent, des centres-gauches qui arrivent. Terminé, finalement, on n'arrive jamais à débloquer, à dégager une majorité de droite, de la vraie droite, au sein du Parlement. Le Parlement européen, c'est un peu le Parlement français. C'est un peu la même chose. Ah oui, c'est okay, vrai. C'est un peu la même chose. Bonne donc, comparaison. c'est du rêve. Alors, on a des gens comme Sarah Nafo, comme Marion Maréchal, et d'autres, Mariani, je ne vais pas tous les citer, qui font du bon boulot au sein du Parlement. Ils font leur travail d'opposants, mais ça n'a aucun impact. Parce que tant qu'ils n'auront pas la majorité, ils ne pourront rien faire. C'est un impact symbolique. On les écoute. Ils ne peuvent que critiquer. Okay, oui, voilà, ils ont une critique. Est-ce que, au stade actuel des choses où nous sommes, est-ce qu'on peut encore attendre 5, 6, 7, 8, 10 ans pour que la majorité au Parlement européen change? Non, ce n'est pas possible. Donc, changer l'Europe, l'Union européenne de l'intérieur, pour moi, c'est une vue de l'esprit. Et vu l'urgence, il vaut mieux carrément sortir de l'Union européenne et sortir de la zone euro. C'est tout. Alors, est-ce que tu te sens plutôt proche d'Asselineau, de Philippot, de Dupont-Aignan, de qui? Moi, Dupont-Aignan, Asselineau, Philippot, ils ont les mêmes idées, ils se battent entre eux, je le regrette. Ces trois mousquetaires, s'ils étaient ensemble, ça irait beaucoup mieux. Ma sympathie irait plutôt vers Philippot, parce que Philippot, il fait du boulot. Depuis des années, il bosse, il est sur le terrain. Il est dans la rue? Il est dans la rue, c'est ça, oui, il est dans la rue. Chaque semaine, il organise des manifs, etc. Tout ça, c'est du boulot, c'est du courage, c'est beaucoup de choses. Donc, pour moi, au moins, ce bonhomme, il joint l'action aux paroles. Mais cela étant dit, Dupont-Aignan, son programme me convient très bien. Asselineau, son programme me convient très bien. C'est les mêmes programmes, sauf qu'ils ont des personnalités différentes. Mais oui, et ils ont des égos, etc. Ouais, malheureusement. Voilà. Bon, très bien. Alors, ça fait déjà plus d'une demi-heure. Est-ce qu'on peut conclure en parlant un petit peu de la Chine? Oui. Qu'est-ce qui fait que tu as une telle attache avec la Chine? Bon, bien entendu, ton expérience en Chine, mais comment toi tu vois la Chine de nos jours? Il y a beaucoup de Français qui nous regardent, qui critiquent la Chine, y compris parmi mes amis, qui me disent « Oh Marc, tu prends trop souvent la Chine, par exemple, etc. C'est une dictature, c'est ceci, c'est cela, tout est contrôlé, etc. » Comment est-ce qu'on peut… Qu'est-ce que les Français ne savent pas que toi tu sais? C'est pas seulement moi qui sais. Ce que je reproche aux Français ou aux élites françaises, parce que au fond, les Français que tu connais, ils font partie de l'élite. C'est pas des ouvriers, c'est ce que je veux dire, ils font quand même partie de l'élite. D'ailleurs, ils font tellement partie de l'élite qu'ils sont partis à l'extérieur, à l'étranger, précisément. Ceux qui sont entreprenants, qui sont créateurs, actifs, innovants, etc. Ce qui est triste pour la France. C'est bien pour eux, c'est bien pour nous. Ils s'en vont à l'étranger, ils ne vont pas rester dans cet enfer fiscal et social qu'est la France. Bon. Donc, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont une approche toujours très dogmatique, très idéologique du problème. Ils n'essayent pas de comprendre le problème de l'autre côté et d'écouter ce qui se passe de l'autre côté et à partir de là, essayer de trouver un équilibre. Alors la Chine, on peut dire tout ce que l'on veut, tout le mal que l'on veut de la Chine, elle est aujourd'hui la deuxième, voire plutôt la première puissance économique mondiale, c'est un fait, et demain, dans 10 ans,
elle dépassera les États-Unis. Est-ce qu'elle est une menace pour la France, pour l'Europe? Il y en a qui te disent que la Russie est une menace pour la France. Est-ce que la Chine est une menace? Bon, quand on dit que la Russie est une menace pour la France, je rigole. Oui. Ça c'est, si tu veux, c'est la propagande politicienne pour faire des choses, pour faire adopter par le peuple une politique qui n'en est pas une. Bien, il n'y a pas de menace russe. Les Russes, quand on écoute Poutine, quand on écoute ses collaborateurs, quand on écoute Lavrov, le remarquable ministre des Affaires étrangères russe, jamais dans leur bouche, ils ont exprimé une seule fois l'idée qu'ils allaient envahir l'Europe. Bien au contraire, ils ne cessent de marteler le contraire. On ne veut pas, on ne veut pas, on ne veut pas. Ils ont même voulu rentrer dans l'Union européenne à une époque, ou en tout cas collaborer ou avec l'OTAN. Mettons-nous à la place des Russes, à la place de Poutine. Pourquoi aller envahir des pays qui sont en train de s'écrouler? Hein? Pourquoi faire? Ce sont des pays qui économiquement sont le plus grand marasme. Aujourd'hui, la Russie, dont on disait qu'elle allait s'écrouler, souviens-toi, le maire, on va mettre l'économie russe à genoux. Aujourd'hui, la Russie est la 4e puissance mondiale au PIB par pouvoir d'achat, par parité de pouvoir d'achat, 4e puissance. Et nous, on a dégringolé au 23e rang. Bon, alors, où va la Russie, où va la Chine? Qu'est-ce qu'on en fait? Soyons sérieux et arrêtons d'avoir des préjugés. La Chine, c'est la même chose, il y a des mêmes préjugés. La Chine, on dit, bon, c'est la dictature, c'est la surveillance. Il n'y a pas plus de caméras en Chine, proportionnellement par tête d'habitant, qu'il y en a à Londres. Et qu'il y en aura en France. Ah, c'est vrai qu'avant, il y en a beaucoup plus qu'en France. Qu'il y en aura en France, parce que maintenant, la politique de surveillance, elle est mondialisée en réalité. Elle est mondialisée. C'est une technologie que tous les gouvernements veulent mettre en œuvre pour contrôler leur population. Il y en a beaucoup à Londres, mais ce n'est pas le même, on va dire, autoritarisme d'État. Donc j'ai pas mal de patriotes qui nous regardent, qui me disent oui, moi je suis de droite, je suis patriote, mais je préfère une politique à la Trump plutôt qu'une politique à la chinoise. Ok. Y compris Philippot, que tu apprécies. Oui. Philippot, je crois qu'il ne comprend pas très bien la Chine, critique beaucoup la Chine. Alors, écoute, ça c'est un débat qui demande beaucoup de temps. Il me faudrait beaucoup de temps pour entrer dans les détails, pour expliquer les nuances de ces choses-là. Mais là, je vais donner un argument, un seul et unique argument que j'espère les gens vont comprendre. Je comprends qu'on préfère Trump à Xi. Okay? Mais il y a une différence entre Trump et Xi. Trump, c'est-à-dire l'Américain, il est comme tous les autres qui l'ont précédé. Les Américains veulent imposer leur système, leur modèle. Au monde. Au monde entier. À tel point que l'Europe est devenue leur vassal, leur colonie, leur protectorat, tout ce que tu veux. L'anglais, la malbouffe, le cinéma, tout y va, tout y va. L'uniformisation culturelle, etc., etc. On bouffe de l'américain tous les jours. Okay? Si, c'est pas son problème, lui. Si, il n'a pas du tout envie d'imposer son modèle social et politique au monde entier. Il impose à personne. Il impose à son peuple. À son peuple. Bon, ça, c'est normal. Ce qui est normal. Alors maintenant, est-ce qu'on va se mettre à la place des Chinois et dire « Ah, les pauvres Chinois, il va falloir venir les aider pour qu'ils se débarrassent de ci ». Mais c'est de la folie. On a voulu faire ça en Afghanistan, on s'est barré. La queue entre les pattes. Okay? Et maintenant, les talibans sont au pouvoir. Et maintenant, on leur donne de l'argent pour les aider à mieux gouverner leur pays. Non, l'Occident est fou. Okay? Donc voilà, soyez calmes, les amis. Vous n'aimez pas Xi, vous avez le droit. Mais au moins, croyez-moi, M. Xi Jinping, il ne va pas vous imposer sa société de surveillance. Macron se suffit à lui-même. Il ne va pas vous imposer son régime, sa dictature, parce qu'il n'en a pas la vocation, il n'en a pas envie, et il se suffit à lui-même. En revanche, ce qu'il veut, et ça c'est clair, c'est une stratégie économique et commerciale mondiale, avec son initiative ceinture et route de la soie, ceinture et route, qui est en fait la route de la soie du XXIe siècle. Bon, ça, c'est son grand projet. Alors maintenant, il y en a qui disent « Oui, mais attention, avec ce grand projet-là, c'est une façon sournoise de mettre la main sur les économies. Et ensuite, une fois qu'il aura mis la main sur les économies, ça y est, ça va être la dictature qui va venir. » Mais enfin, il faut être un peu réaliste. Pourquoi voulez-vous que les Chinois fassent ça?
Ça ne les intéresse absolument pas. Ils ne vont pas se foutre les problèmes sur le dos. Ce qu'ils veulent, c'est gagner de l'argent et s'enrichir et se développer. Ils sont très pragmatiques, ils veulent juste servir leurs intérêts économiques. Et enfin, maintenant, il faut connaître l'histoire de la Chine. Très peu de gens connaissent l'histoire de la Chine. Très peu de gens ont suffisamment de curiosité pour se plonger dans cette histoire. L'histoire de la Chine, c'est quoi en quelques mots? Les Chinois n'ont jamais envahi qui que ce soit. En revanche, ils ont toujours été envahis. Okay? Il y a deux dynasties chinoises qui sont étrangères. La dynastie Yuan, très grande dynastie d'ailleurs, très brillante, parmi les deux plus brillantes dynasties chinoises. Yuan, c'est-à-dire mongol, Genghis Khan. La dernière, Qing, elle est la dynastie des Manchus, Manzhou en chinois, des Manchus, c'est-à-dire des populations, des minorités ethniques des steppes du nord de la Chine. Bon. Donc les Chinois ont toujours été envahis. Et lorsque il y a eu des tentatives d'invasion de pays de la région, le Japon, la Corée, le Vietnam, le Vietnam, c'était sous la dynastie des Yuan. C'était les Mongols qui continuaient leur politique de développement de leur empire dans le monde, mais cette fois-ci sous la bannière de l'empire chinois. Mais ils avaient commencé déjà avant de conquérir la Chine. C'était déjà de leur nature. C'est dans leur nature. Mais dès lors que... Alors que les Han eux-mêmes, c'est pas ça. Les Han, d'abord, toute l'histoire chinoise a été une histoire de guerre intestine effroyable pour l'unité et la stabilité. D'accord ? Donc eux, leur problème, il est déjà chez eux. Il faut qu'ils gèrent 1,4 milliard d'habitants avec des provinces qui ont des cultures, des dialectes, des histoires locales très très spécifiques sur cette diversité linguistique, culturelle, historique. Et ça, c'est pas gérable avec un modèle à la française. Il faut bien qu'il y ait une unité qui vient du haut, et il faut bien que le haut soit fort, n'est-ce pas? Et si le haut n'est pas fort, c'est la chute de l'empereur. Toute l'histoire impériale de la Chine s'explique de cette façon. Chaque fois qu'une dynastie s'écroule, c'est que le dernier empereur s'est affaibli. Il s'est amolli, il s'est affaibli, et il y a eu une révolte qui l'a débouté. C'est-à-dire quand l'empereur ne répond plus à l'attente de la population, c'est-à-dire lui donner à manger, à se vêtir, c'était le minimum que demandaient les Chinois, eh bien il y avait des révoltes pour le démettre. En Chine, l'histoire de la Chine, la révolte, c'est quelque chose de normal. Ça fait partie de la philosophie politique chinoise. On se révolte lorsque le mandat du ciel est perdu. Même et on met un autre aujourd'hui. Et on met un autre à la place. L'empereur et il a besoin d'un régime autoritaire pour que le pays reste uni. Alors, depuis l'instauration en 1949 du Parti communiste chinois, on a mis en place ce que j'appelle un État post-impérial. Okay? C'est-à-dire que c'est un État fort pour contrôler tout ce peuple, avec quelqu'un à la tête qu'on appelle président aujourd'hui, parce qu'on n'appelle plus empereur les gens, hein, on les appelle président, c'est moderne. En réalité, le président chinois, il a les mêmes pouvoirs qu'avaient les empereurs auparavant. Le Parti communiste chinois, le comité central et les bureaux politiques, avant c'était les lettrés qui étaient là pour aider l'empereur à gouverner. Aujourd'hui, tu as le comité central et puis tu as le bureau politique qui sont également, on appelle ça des cadres politiques, mais en réalité ce sont des lettrés, les mandarins qui aident l'empereur à régner. Et dans l'inconscient chinois, il n'y a pas de distinction, il y a un espèce de flou, c'est l'empereur, etc., etc. Et puis voilà. Et puis s'il est démis, c'est parce qu'il aura perdu son mandat du ciel et un autre viendra et ça continuera. C'est possible ça? Bien sûr. L'année prochaine, il y aura certainement des surprises à cet égard. Donc il y a une certaine démocratie interne en Chine, même si elle ne se voit pas parce qu'il n'y a qu'un seul parti, etc. La politique se fait différemment au sein du Parti communiste. Il y a des débats, il y a… Voilà. Oui, c'est ce qu'ils appellent le centralisme démocratique. Effectivement, il y a toujours des débats, il y a toujours des factions qui s'opposent au sein du parti. Et c'est la faction qui gagne qui met en place à la tête de l'État son représentant. Donc il y a quand même, c'est pas une dynastie héréditaire, c'est pas du tout héréditaire. Ouais. Parce qu'il y a plusieurs courants en Chine, parce exactement. Que beaucoup de Français croient que c'est toujours la même chose. Non, la différence avec l'Empire, c'est que c'est pas héréditaire. Okay?
Bon, il y a des factions. Alors les factions, pour les simplifier, c'est en gros, comme toujours d'ailleurs, même sous l'Empire, les conservateurs et les réformateurs. Bon. Donc les conservateurs, ce serait plutôt comme si Mao, etc. Et les réformateurs, c'est plutôt Deng Xiaoping et voilà. d'autres, c'est bien ça? Voilà. Donc il n'est pas impossible que l'année prochaine, si le conservateur soit remplacé par un réformateur à la Deng Xiaoping. Absolument. C'est pas impossible. Absolument, ouais. Parce qu'aujourd'hui, si le gros problème qu'a Xi aujourd'hui, c'est que enfin, le Covid était dramatique pour lui. La politique de Covid-0, c'était dramatique. Bon. Mis ça à part, d'un point de vue purement idéologique, Xi est en train de faire du néo-maoïsme. C'est-à-dire qu'il remet en question les grandes tendances de l'esprit réformiste lancé par Teng dans les années 80. Donc on lui reproche cela. Les réformateurs lui reprochent cela. Ils aimeraient qu'il éducore un petit peu sa politique économique pour que, comme avant, les petites et les moyennes entreprises puissent fleurir, qu'il y ait des millions d'emplois qui puissent se créer d'eux-mêmes, alors qu'aujourd'hui, le chômage en Chine est extrêmement inquiétant, en particulier chez les universitaires. Donc on verra. Tout le monde sait, enfin ceux qui suivent les affaires chinoises, qu'actuellement il y a un grand combat au sein du parti et on suppute que l'année prochaine, il y aura un grand changement. Donc il y a quand même une forme de démocratie, il y a des débats, il y a des factions qui se confrontent, sauf que ça ne se voit pas sur tous les plateaux télé comme en France. Mais ça existe. Ça ne se voit pas, mais c'est pas aussi opaque qu'on le pense. Avant la réforme, et même pendant la période de réforme quand j'étais en Chine, la situation politique intérieure était encore assez opaque. Et on avait encore besoin de ce qu'on appelait les sinologues pour décoder les textes officiels, petits changements de mots, etc., pour comprendre ce qui se passe à l'intérieur du parti. Mais depuis les années 90, et surtout à l'aube du XXIe siècle, la politique intérieure chinoise est devenue beaucoup moins opaque, pour ne pas dire beaucoup plus transparente. Les choses sont dites, sont imprimées dans la presse, on peut lire tranquillement ce qui est dit, ce qui est écrit, et si on suit bien les choses, on sait où va, on sait quelles sont les tendances. Je ne pense plus qu'on ait besoin de sinologues aujourd'hui pour comprendre la politique chinoise. On a besoin de l'intelligence artificielle. On a simplement besoin d'être à l'écoute et de faire un petit travail de recherche et de compréhension au lieu de condamner a priori. Ok, très bien. Alors le temps passe trop vite avec toi, je voulais faire un quart d'heure, 20 minutes, on est à bientôt 50 minutes et d'ailleurs on va être en retard pour l'événement, on va course à Happy Valley là. Mais merci beaucoup Maurice et à très bientôt tout le monde, merci pour cette audience continue. Au revoir les amis.